Thème de l'art brut par immersion. Là, je ferai une petite digression par rapport à l'historique, car cette réaction est très intéressante. Elle souligne la différence principale entre les deux hommes dans leur façon de collectionner. Jean Dubuffet n'allait pas à la rencontre des créateurs. Alain Bourbonnais, oui. Jean Dubuffet avait un réseau pour repérer les créateurs. Dès 1945, ce sont les psychiatres en Suisse qui l'initient, puis des intellectuels qui en quelque sorte rabattront les œuvres pour lui. Et par exemple, il ne s'est jamais rendu chez Émile Ratier. Nous, par contre, nous y allions tous les ans et nous étions reçus avec des repas carcinois pantagruéliques. Nous y allions en famille, évidemment, comme toujours. Et nous étions très bien reçus. La première fois où nous avions rencontré Émile Ratier, c'était un petit grand-père au costume élimé, relégué dans le coin de la cheminée par sa famille. Mais là, il en était devenu la star, tout simplement parce qu'il faisait vivre désormais les 3 générations réunies sous le même toit, avec ses articles de bois que mon père lui achetait. De même, nos parents se rendirent plusieurs fois chez Giovanni Podesta, dans le nord de l'Italie, aussi adresse donnée par Jean Dubuffet. Ils y déjeunaient, servis par la femme de Podesta, toujours derrière la table, debout derrière la table. Et c'est d'ailleurs sa fille, plusieurs années plus tard, qui à la mort de son père Podesta, écrivit à Alain Bourbonnais pour lui vendre la salle à manger familiale et pouvoir ainsi acheter les meubles de ses rêves en formica. Dès la réception de la lettre, mon père a affrété un camion pour aller chercher la salle à manger. Ce qui passionnait avant tout Alain Bourbonnais, donc, c'était de découvrir, d'aller à la rencontre de ces gens qui créaient, ce besoin de les rencontrer physiquement, de se déplacer chez eux, de découvrir leur espace de vie, leur lieu de création, de leur parler. Ainsi, Pascal Verbena, Jeannot Pessé, Michel Nedjar, qui viendra bientôt ici, Marie-Rose Lorté, Francis Marchal, sont et restent encore des amis. Et cette attitude est fondamentale dans la constitution de sa collection. Mais c'est encore un point commun qu'on retrouve avec la collection de Cérès Franco. Les créateurs rassemblés, d'ailleurs ce point commun qu'on retrouve dans la collection de Cérès Franco n'est pas forcément le cas d'autres grandes collections d'art brut constituées beaucoup plus récemment. Les créateurs rassemblés sont donc des hommes du commun. Pas d'art asilaire ni médiumnique dans la collection, qui sont les 2 autres pôles de la collection de l'art brut. D'ailleurs, L'homme du commun à l'ouvrage de Jean Dubuffet constitue une référence incontournable pour notre père. Le livre est conservé en plusieurs exemplaires dans sa bibliothèque, l'un largement annoté, témoigne de l'attention qu'il a portée à ce livre et qui l'a guidé. Pour lui, l'homme, son lieu de vie, son parcours font partie intégrante de l'œuvre. Et pour cela, il lui vient l'idée d'éditer une série de fascicules, la fabuloserie Petit cahier à grand spectacle, où les créateurs s'expriment à travers leurs dits, leurs écrits, leurs ouvrages, leur vie. En effet, il n'était pas un théoricien de l'art. Il fonctionnait beaucoup au coup de cœur, et son critère principal était la cohérence qu'il ressentait entre le travail et son auteur. Il avait une sensibilité exacerbée qui l'aidait à détecter l'authenticité d'un créateur et de son œuvre. Pour lui, l'œuvre et son créateur ne formaient qu'un. Il s'agissait d'une entité, d'un tout. Ce qui l'intéressait, c'était l'expression vraie qui venait de l'homme, en dehors de l'art officiel, en dehors des normes. Dans le même but, il produira et réalisera aussi des courts-métrages, conçus non comme des documentaires d'art, mais comme des tranches de vie. Les articles de bois d'Émile Ratier, Pépé Vigne et un court-métrage sur Simone Le Carré-Gallimard. Après cette longue digression, je reviens un petit peu à l'histoire. On en était donc aux recherches d'Alain Bourbonnais, muni de la liste des 35 auteurs donnés par Jean Dubuffet. Donc il poursuit ses investigations avec cette liste. Et c'est ainsi que Lorté, Podesta, Brodsky, Strichan, Barbizan, Deldevez seront exposés à l'atelier Jacob. Jean Dubuffet lui suggère aussi au passage des adresses aux USA et au Canada, mais il n'était pas au courant de la phobie de notre père pour l'avion, et donc il ne s'est jamais rendu
aux USA et au Canada pour chercher des créateurs. Donc, en septembre 72, le local est prêt. L'atelier Jacob ouvre avec l'exposition d'Aloïs Corbaz. Cette exposition aura évidemment beaucoup de succès et elle sera prolongée avec la bénédiction de Jean Dubuffet. Une nouvelle vie commence alors. Alain Bourbonnais mènera désormais 3 vies parallèles, architecte, créateur et animateur de l'atelier Jacob. Mais en fait, ce prêt de la collection de l'art brut, donc avec les œuvres d'Aloïs Corbaz, ne se renouvellera pas, non pas du fait de Jean Dubuffet, mais de celui d'Alain Bourbonnais, lui d'un suiveur. Donc il y a eu très vite une autonomisation de sa part. Il mène ses propres recherches de son côté, il rencontre d'autres collectionneurs, Claude Massé, Alphonse Chave, Cérès Franco. Il découvrira aussi par hasard Janko Domschik, qui exposait alors à la mairie du 13e arrondissement à Paris. Mais loin de s'en offusquer, Jean Dubuffet saluera ces découvertes. Je ne m'explique pas comment vous arrivez à dénicher tous ces divers cas et tous excellents opérateurs qui se retrouvent dans l'orbite de votre atelier Jacob. Je salue bien toute votre merveilleuse activité et votre superbe réussite. La vie de la galerie suit donc son cours. La presse est élogieuse, le public est nombreux, les vernissages sont festifs. Cérès s'en souvient aussi, elle nous en parle souvent. On voit ici maman et papa lors d'un vernissage. Le public se presse, mais les acheteurs non. Évidemment, l'art brut n'a pas de cote à cette époque. Il intrigue, voire effraie, il interpelle, mais de là à le mettre dans son salon... La confiance de Jean Dubuffet dans Alain Bourbonnais se poursuit cependant. En août 78, il lui dit « Je reste claquemuré dans ma maison, perché sur mon escabeau à faire mes théâtres de mémoire. Je renonce maintenant à toute activité de promotion de l'art brut. Je m'en décharge sur vous. » Mais dès 78, donc 6 ans après l'ouverture de l'atelier Jacob, les problèmes financiers finissent quand même par arriver. Le loyer augmente, les ventes toujours pas. La collection, elle s'amplifie avec tous les invendus. Et les réserves craquent. Notre père, en fait, était quasiment le seul acheteur de ces créateurs. Il songe alors à fonder une coopérative en écrivant une note à 18 des créateurs de l'atelier Jacob pour les concerner. Il leur écrit « Je réfléchis à vous tous, créateurs hors les normes. Je fais un bilan et je pense à l'avenir. 72-78, 6 années pendant lesquelles les productions de créateurs dans l'ombre, inconnus ou très peu connus, furent montrées pour la première fois de façon officielle. En somme, une mise sur orbite de ces productions bien à part. Ça, c'est le positif. Le négatif, l'atelier Jacob, une affaire perpétuellement déficitaire, non viable. Ce bilan m'indique que je ne peux plus poursuivre ce financement, qui de cette façon s'apparente à un mécénat que je ne peux plus assumer. Plusieurs solutions fermées, je m'y refuse. Suit alors le décompte très précis et la répartition qu'il demande entre les 18 destinataires pour s'organiser en coopérative. Évidemment, seuls 2 répondent, Marie-Rose Lorté et Pascal Verbena. Ce projet sera donc enterré. Mais une autre idée surgit alors. Tout rapatrier à d'ici. Aménager un lieu pour y loger la collection. En effet, pour lui, il dit « La galerie, le système galerie, qu'on le veuille ou non, c'est un appareil commercial. Comme je pense par ailleurs que l'art brut, produit par des non-professionnels de l'art, n'a pas besoin, au contraire ça l'abîme, d'être inséré dans un système commercial, l'en sortir, c'est le sauver. » Caroline et moi avons bien compris que l'on n'avait pas envie d'acheter pour revendre. Ce n'est pas notre problème. Mais se mettre à fermer, à boucler, à cacher et garder pour nous cette collection, ça paraît dommage. Et c'est ainsi que l'idée a germé d'un lieu où la collection serait rassemblée, d'un lieu adéquat, où viendrait la voir qui veut. Quelque chose de plus intime, de plus secret, comme les productions elles-mêmes d'ailleurs, qu'une boutique sur le trottoir.
D'ailleurs, sur quelques exemples, ces productions émanent souvent de la campagne. Donc il y avait une sorte de cohérence dans ce nouveau projet. C'est un art hors code de la ville, hors circuit. C'est dans la campagne que ces productions sont les plus belles à voir. C'est là qu'il faut une sorte de grande maison avec un feu de bois. Leur force devient alors évidente lorsqu'elles sont rassemblées, réunies en quelques lieux suffisamment retirés des trottoirs de la ville. Mais l'atelier Jacob poursuivra tout de même ses activités jusqu'en 82. Et cependant, les travaux ont commencé à Dissy. La métamorphose de la galerie en musée se prépare, et là nous voyons des photos du musée vide, donc en travaux. Là encore, Dubuffet applaudit au projet. Il faut savoir clôturer les sessions. En route donc maintenant pour Dissy. Il y souffle un air plus sain qu'à Paris, et les plantes y poussent mieux. Vous pourrez y aménager une présentation à grande échelle et fortement impressionnante. Un anti-Beaubourg décentralisé, une puissante citadelle du marginal. L'architecte ne fait pas de plan. Il embauche un maçon du coin et façonne avec lui à l'avancement le lieu. On perçoit d'ailleurs dans l'architecture du musée l'influence de Gaudi, qui était un de ses architectes préférés. Chaque niche est conçue pour recevoir telle œuvre. Chaque pièce a son atmosphère spécifique et recevra un nom spécifique. Tambour rose, grenier blanc, grenier noir. Finalement, en 1983, la fabuloserie ouvre au public. Le nom de la fabuloserie a été inventé par donc notre père et Michel Ragon, critique d'art, grand ami de la famille. Le musée était pour ainsi dire intimiste, et c'est ma mère et nous deux qui les week-ends faisons visiter le musée aux rares Pékins qui s'y hasardaient. Aucune équipe, aucune organisation, aucune communication. En 87, pourtant, un événement extraordinaire s'était produit. Je travaillais alors à mon diplôme d'architecte dans l'atelier de mon père à Dissy, en juillet. Le téléphone sonne. Au bout du fil, Léon Avezard, le frère de Petit Pierre. « J'ai décidé de vous léguer le manège. Laurent Danchin m'a dit, il n'y a plus que Bourbonnais pour le sauver. » Laurent Danchin, en effet, bataillait depuis plusieurs années avec le ministère de la Culture pour sauver le manège de la détérioration due à l'âge de Petit Pierre et du vandalisme, puisque ce dernier avait quitté sa maisonnette insérée dans le manège pour une maison de retraite. Une petite autre aparté, on voit là encore, après l'exemple de la salle à manger de Podesta, que le sauvetage des œuvres fait partie intégrante de la constitution de cette collection, parce que bien des œuvres seraient parties aux décharges publiques. Mon père est fou de joie après ce coup de fil. Nous connaissions déjà bien le manège. Nous étions rendus plusieurs fois en famille depuis 1981. Et dès le lendemain, nous partons à la Coinche, faire photo et relevé. Le déménagement débute très vite, début août, avec des bénévoles de Dissy. Las, Alain Bourbonnais disparaît brutalement un an plus tard, le 21 juin 1988, la veille de ses 63 ans. Le manège est alors en 1000 morceaux qui jonchent son atelier, transformé en atelier de restauration. Les mêmes bénévoles, une dizaine d'hommes, frappent à la porte de la maison peu après et disent à maman : « Pour Alain et Petit Pierre, nous allons remonter le manège. » Il sera inauguré un an plus tard, en 1989, donc sous la direction de Caroline, notre mère, avec l'aide précieuse de Pierre Della Giustina. Une véritable prouesse. Nous passons alors à l'ère de Caroline. De nombreuses expositions hors les murs auront lieu, en France et à l'étranger, Bochum en Allemagne, Bergame en Italie, Bratislava. La plus marquante d'entre elles fut celle de la Halle Saint-Pierre à Paris en 1995, Art Brut et compagnie. Finalement, peu à peu, la fabuloserie devient un vrai musée. Une collaboratrice à l'année est embauchée. Des guides, durant la période estivale, font les visites guidées au public durant le week-end et en semaine au groupe scolaire. Nous recevons très vite 15 à 16 000 personnes par an entre Pâques et la Toussaint. En 2014, au mois d'août,
décès de Caroline Bourbonnais. Dès lors, c'est ma sœur et moi qui poursuivons l'aventure de nos parents, heureusement soutenus par nos compagnons respectifs et enfants. Donc, soit maintenant vous voulez poser quelques questions sur cette histoire, soit après j'embraye sur notre travail actuel. Qu'est-ce que vous préférez? J'ai des questions à poser, mais je peux les poser après. Alors continue. Bon. On posera vos questions. Donc, notre travail actuel maintenant, Agnès, Sophie, Marek, Jean-François, Hugo, notre fils, Juliette, la fille de ma sœur. Donc, avec cette collection en héritage, comment fonctionnons-nous? La Fabuloserie est un musée privé, géré par une association loi 1901, les Amis de la Fabuloserie, et à ce titre sont perçus des subventions publiques. Le département de Lyon nous verse depuis de nombreuses années 6 000 € pour le fonctionnement. Mais rien de plus pour les projets ponctuels, pour lesquels je remplis pourtant le formulaire CERFA, dûment prévu à cet effet. La région Bourgogne-Franche-Comté va nous verser pour la première fois 3 000 € pour le catalogue de notre exposition temporaire 2017, alors qu'il nous avait promis 5 000 €. La commune nouvelle de Charny-Auré-de-Puisée, qui regroupe 14 communes pour d'ici, nous a alloué pour la deuxième année consécutive 135 €. C'est royal. Bien que la fabuloserie soit qualifiée en réunion publique par les élus locaux d'élément phare de la commune. C'est donc la dernière demande que nous ferons, car je passe beaucoup plus de temps à faire un dossier de demande de subvention que pour apporter 135 €. Apparemment, cet obol de 135 € serait pour la nuit des musées que Agnès et Jean-François organisent depuis 3 ans, et lors de laquelle nous accueillons gracieusement 300 personnes, principalement des environs, où le parc est illuminé avec des bougies flottantes sur l'étang, où un musicien est invité chaque année. Ce qui nous revient évidemment plus cher que 135 €. Et je suis tombée récemment sur une déclaration du ministère de la Culture qu'on m'avait envoyée par mail. C'est très gentil. L'art et la culture sont des vecteurs d'intégration sociale, d'épanouissement individuel et de compréhension des valeurs. Afin de favoriser l'accès à la culture de chaque habitant du territoire, les actions culturelles sont essentielles. Les projets de médiation revêtent un caractère citoyen. Nous applaudissons évidemment à ce genre de propos, mais qui ne sont pas suivis d'effet. Il est de notoriété publique que les entrées ne suffisent pas à faire fonctionner un musée. Salaires et charges, électricité, entretien des œuvres et du site, assurance, alarme, exposition, catalogue, communication, gestion administrative et comptable, gestion des travaux. De plus, le lieu est vaste et constitué de bâtiments anciens. Le musée fait 800 mètres carrés et d'un parc d'1 hectare, où sans cesse les problèmes de réparation pullulent, autant que les poissons dans les temps. Et les éléments naturels s'en mêlent aussi. Les inondations ont ravagé en mai 2016 l'atelier où Marek avait fait une superbe scénographie pour l'exposition en hommage à notre mère. Le gel, bref mais fort, de cet hiver a détruit l'allée en béton au pourtour du parc. Mais ne vous inquiétez pas, tout a été réparé durant l'hiver pour qu'à l'ouverture, le 1er avril, tout soit magnifique. Tout cela a été fait par une excellente entreprise régionale, mais pas gratuite. Donc nous sommes obligés de rajouter des sous. Alors comment faisons-nous? Eh bien, durant les 5 mois de fermeture du musée, nous faisons énormément de choses nous-mêmes. Heureusement, grâce à notre père, ma sœur et moi, savons manier les outils. Nombreuses reprises d'enduit, peinture des façades du musée, des hauts murs de clôture du parc, multiples réparations diverses, rénovation de l'accueil. Bon, Agnès, donc notre équipe maintenant est constituée par exemple d'Agnès, conseillère pédagogique en arts plastiques sur l'Académie de Paris, qui vient de prendre sa retraite, un peu anticipée, pour pouvoir assurer une présence plus régulière sur place. Jean-François, son compagnon, affectionne plus particulièrement l'entretien du parc. Et en tant que photographe, fait des campagnes photos pour notre inventaire en cours de constitution et pour la communication. Nous devons aussi gérer les expositions hors les murs, pour lesquelles nous sommes sollicités, 3 à 4 par an, mais tant mieux pour le rayonnement de la fabuloserie.
Nous prêtons souvent à Rémarge à Bruxelles, à la Halle Saint-Pierre, à l'abbaye d'Auxerre. Nous venons de prêter au LAM à Lille pour l'introspective de Michel Ménedjar une douzaine d'œuvres. Voilà. Ensuite, nous avons initié donc depuis 3 ans de faire une exposition temporaire tous les ans pour relancer aussi l'intérêt de notre public qui est extrêmement fidèle, donc qui revient d'une année sur l'autre, qui amène d'autres gens. Donc pour les expositions temporaires in situ, nous avons Marek Mlodeki, heureusement architecte, et qui a d'excellentes idées de conception pour la scénographie, mais qui en plus les réalise lui-même pendant les longs mois d'hiver. Et cet hiver a été particulièrement difficile, vu la refonte de l'accrochage total que nous avons fait à l'intérieur de la fabuloserie et l'âge qui avance. Aussi de vrais amis sont-ils venus lui prêter main forte. Là, nous voyons Pierre de la Justina qui avait participé au remontage de Petit Pierre, donc un fidèle ami, et puis moi aussi en train de peindre. Il faut bien tout faire. Donc cette équipe de base familiale, elle est bien sûr bénévole. Cependant, nous sommes obligés d'employer à l'année 3 personnes à temps partiel. Une personne chargée de l'entretien de tout le site, musée et parc, ce qui n'est pas une mince affaire. Un responsable de l'accueil du public et des groupes, qui gère les réservations et l'équipe de médiatrices. Une guide pour le parc. Et de Pâques à la Toussaint, donc la période d'ouverture, des stagiaires médiatrices rémunérées et logées gratuitement sur place se succèdent au fil de la saison. L'une d'elles a même failli mettre le feu à la Maison Bleue la semaine dernière, en posant une panière à linge sur des plaques électriques. Donc ce n'est pas de tout repos. On m'a averti par téléphone, j'étais en vacances, c'est agréable. Nous avons aussi besoin de nous adjoindre des collaborateurs spécialisés que nous rémunérons à la mission. Ainsi, j'ai trouvé depuis 1 an seulement une formidable collaboratrice en la personne de Ghislaine Verdier qui dirige la galerie nomade L'œil de la femme à barbe. Et Ghislaine m'a formée avec beaucoup de patience et de disponibilité à faire la newsletter, à manier Facebook. Dorénavant, nous concevons ensemble, toutes les deux et Marek, toute la communication, flyers, cartons d'invitation, publicité dans les journaux et même le catalogue de cette année sur la collection AK. Mais surtout, nous travaillons aussi depuis 2013 avec Déborah Couette, historienne de l'art, maintenant devenue collaboratrice de Sophie Webel à la Fondation du Buffet depuis 1 an, et qui en août termine sa thèse sur la collection de La Racine. Donc elle a un petit peu moins de temps à nous allouer. Mais l'intérêt, Déborah Couette connaît la fabuloserie depuis fort longtemps. En 2015, elle a été commissaire de nos 2 expositions temporaires à la fabuloserie, accompagnée chacune d'importantes publications. Une des expositions était un hommage à Caroline Bourbonnais, avec un livre, des jardins imaginaires aux jardins habités, donc exposition consacrée aux habitants paysagistes du parc. Également une collection de Francis Marchal, avec le lancement de la collection Parcours Turbulent. En 2016, nous avons fait une exposition qui s'appelait Clin d'œil 40 ans, pour faire écho aux 40 ans fêtés par la collection de l'Art Brut à Lausanne. La fabuloserie a réitéré l'exposition qui avait eu lieu à l'atelier Jacob en 1976 et que mon père avait faite en l'honneur de l'ouverture du musée de Lausanne. Vous voyez là, vous avez vu la carton d'invitation de 1967 et notre accrochage de 2016. Donc, un autre important événement s'est produit en octobre 2016, c'est la parution de la correspondance entre Alain Bourbonnais et Jean Dubuffet, chez Albin Michel, dans la collection Beaux Livres. 114 lettres, inédites, ouvrage richement illustré et fort bien documenté par Déborah Couette. Pour le lancement de cette parution, nous avons eu l'idée et l'opportunité, la chance de pouvoir réinvestir pendant 1 semaine l'ancien atelier Jacob. La présentation a attiré beaucoup de monde. Nous avons dansé dans la rue Jacob au son de la fanfare de notre fils.
Ah, ah d'accord. Avec des costumes d'Alain Bourbanet. Et encore une fois, Cérès Franco était présente parmi nous et ravie de retrouver l'ambiance du temps passé. Elle nous a dit que nous avions vraiment gardé l'esprit de cette époque. Enfin, en 2017, nous avons l'exposition de la collection d'Andrzej Kłasiborski, un collectionneur polonais que nous avons rencontré grâce à Marek. Et nous avons mêlé les œuvres de sa collection à la collection permanente, ce qui a valu de refonder totalement l'accrochage du musée. Vous pouvez voir plusieurs photos de ce nouvel accrochage. Nous avons bien d'autres projets en perspective, évidemment, avec cette mini-équipe. Enfin, l'antenne La Fabuloserie à Paris nous occupe aussi pas mal. La galerie est située 52 rue Jacob, juste en face de l'ancien atelier Jacob. On pourrait dire encore un hasard de la vie, mais ce n'est pas tout à fait un hasard, mais ça serait trop long à développer ici. Donc, la librairie-galerie se donne une triple mission. Antenne du musée de la Fabuloserie pour lui conférer une visibilité sur Paris, ce qui fonctionne très bien. Une galerie d'exposition temporaire pour nos créateurs emblématiques encore vivants, avec vente de leurs œuvres récentes, tout en exposant certaines pièces de la collection de la Fabuloserie pour illustrer leur parcours depuis l'atelier Jacob, donc entre 1972 et 2016. Mais ouverture également à d'autres créateurs de la même lignée que nous avons rencontrés depuis. Et en fait, une petite librairie dédiée à l'art brut et à Ferrand. Donc depuis l'ouverture, assez récente, en septembre 2016, nous avons déjà exposé Michel Burle, qui fait partie donc de la collection, Francis Marshall et Toby Shai, plus nos découvertes polonaises, Genovefa Magiera et Genovefa Jankowska, et maintenant notre dernière exposition était Jeannot Pessé. Donc, pour conclure, nous revenons avec un portrait de notre père. Lorsqu'on hérite d'une collection, il y a 3 possibilités. S'en débarrasser pour vivre sa vie et non celle de ses parents, en la vendant aux enchères par exemple. En faire un établissement public, encore faut-il le trouver. Ou poursuivre, mais jusqu'à quand ? La présentation et même l'enrichissement de la dite collection, ce que nous faisons pour le moment. Le 21 juin 2018, cela fera 30 ans que notre père est parti. Je sais qu'il ne s'imaginait pas du tout, excusez-moi, que ses 2 filles reprendraient le flambeau et seraient face à la responsabilité de recevoir 16 000 personnes par an. En effet, étant parti assez jeune, la fabuloserie n'était pas à cette époque ce qu'elle est maintenant. Et il ne s'est pas posé la question de l'avenir, c'est à nous de le faire. Excusez-moi. Et c'est bien que tu pleures aussi. Et notre problème, c'est que le lieu fait partie intégrante de la collection. Donc, par exemple, en faire don à un établissement public qui la transporterait ailleurs, c'est pas complètement dans l'esprit de la fabuloserie parce que les gens sont autant admiratifs du lieu que de la collection. De plus, nous avons quand même le manège de Petit Pierre qu'on ne va pas redémonter et remonter ailleurs. Voilà. Oui, voilà. Donc, Dominique me donne souvent des idées. Oui, mais voilà. Donc, notre nouveau travail va. Ben oui, on n'est pas éternel, donc notre nouveau travail va être de s'atteler à cette tâche, mais qui n'est pas simple. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé.